Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du jury avec un webinaire aujourd'hui qui va s'intéresser au traumatisme de rate. Donc évidemment, lorsqu'on pense au traumatisme de rate, on pense au docteur Julien Frandon. Donc on a la chance d'avoir Julien et son équipe qui vont animer cette session. On a également la chance d'avoir le professeur Maxime Renaud du CHU Beaujon-Paris pour modérer et également jouer le rôle d'expert. Tout ça évidemment dans un but pédagogique. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de rendre cette thématique qui est au cœur de la formation des radiologues interventionnels un peu plus claire. On répondra peut-être pas à toutes les questions, mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On essaiera d'y répondre soit par écrit pendant les discussions, soit évidemment à la fin. Il y a toute une partie de cette session qui sera des échanges libres. Donc, sentez-vous libre de vous exprimer via le chat. Donc, sans trop attendre, on donne la parole au docteur Laure Berny du CHU de Nîmes pour entamer ce webinaire. Oui, moi je suis Laure Bernier, donc je suis une des chefs de clinique en radiologie au CHU de Nîmes et je vais vous parler du damage control appliqué à la radiologie. Alors, attendez. Voilà. Donc on parlera au niveau du plan d'abord du contexte, de l'importance d'avoir des bons réseaux de soins, des généralités et de l'imagerie qu'on aura avec les différentes lésions élémentaires, des particularités par organe, puis on conclura. Au niveau du contexte, il faut savoir que 20% les traumatismes abdominopelviens représentent 20% des traumatismes. Ils surviennent chez des patients jeunes avec une mortalité qui est souvent élevée parce qu'on sait que le traumatisme, c'est la première cause de mortalité chez les moins de 40 ans. Alors, la gravité, elle va être liée à l'atteinte abdominale, mais aussi au reste du bilan lésionnel dû au polytraumatisme, d'où l'importance de réaliser un body scanner. Et ce sont des traumatismes qui sont en grande majorité fermés, donc d'où l'importance aussi de réaliser ce body scanner. Alors malheureusement, les polytraumatismes, ils ne respectent pas les heures ouvrables, c'est-à-dire qu'ils surviennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont 50% qui seront en dehors des heures ouvrables, sur les astreintes ou le week-end. Alors, il est important d'avoir un bon réseau de soins. Premièrement, pour trier les patients en préhospitalier. Ça va permettre d'orienter les patients vers l'hôpital ayant le plateau technique adéquat, c'est-à-dire qu'un polytraumatisé de bas grade pourra aller vers un trauma center de grade 2, alors qu'un polytraumatisé qui nécessitera de la chirurgie ou de la radiologie interventionnelle, eh bien, il devra être orienté vers un centre qui est de grade 1, qui a ces différents plateaux techniques. Donc, ça débute dès le lieu de l'accident et puis ensuite, ça nécessite une bonne coordination entre les urgentistes, les anesthésistes, les réanimateurs. Il faut que ce soit efficace, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un délai de prise en charge qui soit le plus rapide possible afin de diminuer la mortalité. Sur site, il faudra que le réseau de soins soit optimal aussi, c'est-à-dire qu'il faudra savoir comment on va du déchoc au scanner ou alors même du déchoc au bloc ou au bloc de radiologie interventionnelle. Alors, en traumato, ce qui est important, ça va être la notion de golden hour, c'est-à-dire que dans la première heure, il faut qu'on ait fait le maximum, il faut que le patient soit arrivé à l'hôpital, qu'il ait eu éventuellement son scanner et qu'il ait eu soit sa première embolisation, soit la prise en charge chirurgicale. Alors, pour les patients stables, on préfère le traitement conservateur. En tout cas, si un patient est stable, c'est très important qu'il aille au body scanner. On parle beaucoup de fast echo. L'idéal, c'est quand même d'avoir le body scanner parce qu'on le sait, ça permet un bilan lésionnel qui est beaucoup plus complet que la fast echo, notamment même les lésions osseuses, on n'aura pas forcément à la fast, et qui permet de diminuer la mortalité, éventuellement de réduire la durée d'hospitalisation et de réduire les coûts de prise en charge. Alors, les classifications des traumatismes abdominopelviens, donc c'est basé sur des constatations scanner et il faut qu'on parle tous le même langage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne entre chirurgiens, entre radiologues, et donc on utilise la classification AAST chirurgicale.
Dans cette classification, donc vous la connaissez, donc elle s'applique aux différents organes. On va parler d'hématome, de lacération, on va parler de dévascularisation. Et ça va aller de différents grades. Donc, premier grade, le grade 1, où il n'y a quasi rien, petite lacération, au grade 5, où le pronostic de l'organe est engagé. Et donc, on va décrire les différentes lésions parenchymateuses. Premièrement, la lacération, une strie hypodense unique. La fracture, pareil, une strie hypodense unique, mais qui va traverser le parenchyme et qui va joindre deux bords opposés. Et cette fracture, elle peut être responsable d'une dévascularisation, du coup segmentaire par atteinte vasculaire. L'hématome, qui va être une collection de différentes densités, peu importe, qui va être, si on parle de la rate, qui va être soit sous-capsulaire en forme de croissant ou alors intraparenchymateux. L'infarctus splénique, ça va être une hypodensité triangulaire à base périphérique qui a un sommet dirigé vers le hile, ou alors en cas de dévascularisation complète, d'infarctus total, une hypodensité complète de la rate. Donc ici, vous avez une image en haut d'un hématome sous-capsulaire avec une compression en fait, du parenchyme splénique de par l'extérieur. Et donc la limite en fait, avec le reste de la rate sera nette et régulière. On le différencie de l'hématome intraparenchymateux en dessous, qui, vous le voyez, lui, ne refoule pas le parenchyme car il est dans le parenchyme. Et donc, on verra des limites avec le reste de la rate qui seront plutôt irrégulières. Lacération et dévascularisation. Donc, en haut, lacération parenchymateuse, vous voyez, supérieure à 3 cm. Avec, ici, on se doute, une probable atteinte des vaisseaux trabéculaires au niveau du hile. Vous voyez les petits pointillés là. Et donc, ça, c'est la même patient, découpe un peu plus haute, qui retrouve en fait au pôle supérieur de la rate une dévascularisation de moins de 25% du parenchyme, avec un pôle supérieur qui est non rehaussé. Ça, c'est dû à l'atteinte des vaisseaux trabéculaires. La fuite active, bon, c'est des choses que vous connaissez, hein. C'est une lésion vasculaire plus ou moins étendue qui sera intraparenchymateuse. Et donc, il va se majorer aux différents temps, qui peut même aller au travers et au-delà du parenchyme splénique dans le péritoine. Ces fuites, elles peuvent être franches ou contenues, on l'a dit, irrégulières ou sous forme de blush. Donc ici, une fuite active. Vous voyez la petite de la rate au sein d'une zone d'hématome qui s'extravase un petit peu au temps portal. Et donc, l'artériographie qui a été réalisée lors de la prise en charge a retrouvé ce saignement, vous voyez, qui est assez marqué au pôle inférieur de la rate. Alors, l'aspect pommelé de la rate, il faut le voir parce que c'est un aspect qui est très typique de l'atteinte du traumatisme dans la rate. Et donc, on pourra l'avoir en scanner, on pourra l'avoir en artério, comme on voit ici. Ça se présente sous la forme en fait, de multiples blushs. Il pourrait s'agir d'une communication, a priori, entre les capitaires sinusoïdes au sein du tissu réticulé constituant la pulpe rouge. Le pseudo-anévrisme, comme tous les pseudo-anévrismes, c'est une lésion focale qui sera bien circonscrite, de forme arrondie, qui est dès le temps artériel, qui garde le contraste au temps portal, qui se lave au temps tardif, et sans fuite active. Le pseudo-anévrisme, il est secondaire à une lésion traumatique de la paroi vasculaire, comme vous le savez, et il apparaît au bout de quelques jours en général. Il est majeur au bout du 5e jour. Ici, une image de faux anévrisme au niveau splénique que l'on a retrouvé en artériographie. Voilà. La fistule artério-veineuse, alors ça va être aussi une lésion focale intrasplénique qui va être bien circonscrite, qui va finalement ressembler au faux anévrisme, sauf que ce sera une structure qui sera plus irrégulière, qui sera vermiculaire, donc rehaussée après injection, qui va garder le contraste au temps veineux, qui se lave au temps tardif, et on pourra mettre en évidence aussi un retour veineux précoce, qu'on peut voir au scanner ou alors qu'on verra bien à l'artériographie. C'est une communication directe post-traumatique entre une artère et une veine. Ici, on voit cette image de fistule artério-veineuse intrasplénique, cette image vermiculaire qui prend le contraste au temps artériel, qui s'homogénéise au temps portal. Et donc, cette même image en artériographie, avec l'artériographie qui retrouve cette lésion focale au sein du parenchyme splénique, avec ici, on le voit bien au niveau des flèches, le retour veineux précoce.
L'hémopéritoine. Alors, l'hémopéritoine, c'est important de le quantifier. Vous savez qu'il y a 5 secteurs. Donc, on dit que l'hémopéritoine est de grande abondance quand il atteint 3 secteurs. Donc, les 5 secteurs, c'est le périhépatique, le périsplénique, les gouttes hépatocoliques droite et gauche et le pelvis. Alors, on dit que c'est 3 secteurs. Il y a certaines équipes qui disent aussi que dès que ça atteint le pelvis, c'est de grande abondance. Parce qu'on suppose que les organes touchés sont plutôt au niveau du haut de l'abdomen. Et donc, si ça fuse au niveau du pelvis, c'est qu'on a un hémopéritoine de grande abondance. Alors, la radiologie interventionnelle, finalement, c'est la spécialité qui permet de contrôler rapidement le saignement. On réalise, dans ce cas, des embolisations d'hémostase. Pourquoi c'est une des spécialités les plus efficaces pour contrôler ce saignement? C'est que nous, on n'est pas artefacté par grand-chose. On n'a pas de l'hémopéritoine quand on ouvre l'abdomen. On va juste dans l'artère, on opacifie et on voit la fuite active directement. On va dans l'artère, on la bouche. Donc, c'est pour ça que la radiologie interventionnelle a une place prépondérante maintenant dans la prise en charge du polytrauma. Deuxième indication de la radiologie interventionnelle, elle va permettre de protéger d'une rupture secondaire en cas de lésion de haut grade. C'est l'embolisation préventive qui se réalise beaucoup dans la rate. C'est Julien qui va vous en parler tout à l'heure. L'avis du radiologue interventionnel en cas de traumatisme d'organes de haut grade ou de saignement, c'est un avis spécialisé, comme un avis chirurgical, pareil. Et donc, la radiologie interventionnelle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans les centres adaptés, bien sûr. Donc, les bases, ça, vous connaissez tous. Ça se fait dans une salle de radio interventionnelle, souvent décubitus dorsal, à bord fémoral commun droit, sous anesthésie locale, mais les anesthésistes doivent être en salle. C'est des patients jeunes, on l'a dit, mais qui peuvent décompenser rapidement, donc toujours un anesthésiste en salle. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, c'est ce qu'on appelle la traumatime, avec l'anesthésiste réanimateur, le chirurgien et le radiologue. On utilise du matériel dédié qui seront cathéters, microcathéters, matériel d'embolisation. Donc là, vous avez les différents matériels qu'on peut utiliser. Le Curaspon qu'on utilise très fréquemment, les coils fibrés pour emboliser de manière sélective. Et puis, éventuellement, les prothèses couvertes et surtout les plugs qui ont révolutionné la prise en charge des traumatismes spléniques. On va voir les différentes particularités par organe maintenant. Donc, on commence par le foie. Le foie, c'est un des 2 organes les plus atteints avec la rate. Pourquoi? C'est les 2 organes qui sont vraiment au milieu de l'abdomen, à droite, à gauche. Et donc, c'est ceux qui vont être le plus atteints. Le traitement, il va dépendre plus de l'état hémodynamique du patient que du grade et le traitement conservateur dans le traitement de référence. L'embolisation, on peut la faire à 2 moments, c'est-à-dire soit on embolise à la prise en charge initiale chez un patient qui est stable ou stabilisé. Si on a un saignement actif, on réalise une embolisation sélective. Il y a aussi le cas où on peut intervenir après la chirurgie, c'est-à-dire qu'un patient totalement instable, chez un patient instable, les chirurgiens réalisent un packing d'emblée et puis ensuite on envoie le patient en radiologie interventionnelle et là éventuellement on peut emboliser ceux qui saignent, mais après avoir bien paqué en périhépatique. Ici, c'est l'exemple d'un 5 ans qui avait un polytraumatisme avec un choc hémorragique majeur. C'est un patient, excusez-moi, j'ai mon Siri qui se met. Voilà. Donc, c'est un patient qui est parti au bloc initialement. Il était instable, il a été paqué. On voit les compresses ici en regard du foie. Et donc, c'est un patient chez qui on a mis un clan au niveau de l'artère hépatique. Et donc, au moment de l'artériographie, vous voyez, le clan est levé et on visualise bien la fuite active. Les artères sont grêles, hein, c'est des artères de patients en choc. Et c'est un patient chez qui on a bouché le plus distalement possible, mais finalement, après c'est proximal, l'artère qui saignait. Et on voit le scanner de contrôle qui retrouve une nécrose post-traumatique du foie droit, d'une bonne partie du foie droit. Alors, cette nécrose, c'est quelque chose qui arrive fréquemment en termes de complications quand on embolise des foies chez des patients en choc. Le foie, il est vascularisé à 80% par le trompe-porte, sauf que chez des patients qui sont hémodynamiquement instables, il y a un faible débit qui arrive en intrahépatique.
Et donc, de boucher l'artère en plus, ça provoque souvent des nécroses. Donc, ça ne veut pas dire que c'est des patients qu'il ne faut pas emboliser. Ça veut juste dire qu'il faut les emboliser, mais il faut savoir que ça peut se compliquer. Voilà. Il y a d'autres complications, la fuite biliaire, le syndrome du compartiment abdominal, et puis la cholécystite ischémique aussi, si on embolise l'artère cystique. La rate, donc deuxième organe, fait partie des 2 organes les plus atteints avec le foie. Le traitement conservateur, c'est maintenant le traitement de référence et maintenant l'embolisation permet jusqu'à 85% de sauvetage de rate. Donc, c'est quand même pas mal. Au niveau chez les patients instables hémodynamiquement, bien sûr, ce n'est pas l'embolisation qu'il faut faire, il faut faire la splénectomie. Il vaut mieux perdre la rate que perdre la vie. Donc, splénectomie, il faut la faire sans souci, on peut l'enlever. Vascularisation particulière de la rate, une artère principale et beaucoup de collatérales, c'est-à-dire qu'on peut emboliser du coup proximalement et puis plus distalement. Alors, l'embolisation distale, on va la réserver aux patients qui ont des anomalies vasculaires focalisées. Par exemple, les patients qui ont des fuites actives ou alors un faux anévrisme, on va aller directement au regard de la lésion et puis emboliser à l'aide d'un coil, par exemple. L'embolisation proximale, ça va être si le patient il a beaucoup de lésions, qu'on ne peut pas emboliser distalement toutes ces lésions, ou alors qu'on a un traumatisme de rate de haut grade avec un hémopéritoine. Et donc là, le but, ça va être d'emboliser proximalement pour diminuer le débit qui ira à la rate. L'embolisation, elle peut être aussi combinée proximale et puis distale. Donc, embolisation proximale, ici un exemple. Un patient avec traumatisme de haut grade sans fuite ou fuite multiple. Donc, on fait une embolisation proximale ici par plug. Ici, vous voyez le plug voilà, qui permet de diminuer le débit. On voit que ça passe toujours. Là, ça a été fait assez précocement après mise en place du plug. Et de toute façon, en fait, on a beaucoup d'artères collatérales et notamment l'artère gastro-épiploïque, toutes ces artères qui permettent de ne pas créer d'infarctus splénique suite à cette embolisation proximale. Ensuite, l'embolisation distale. Lorsqu'on a une anomalie vasculaire isolée, comme ici un faux anévrisme, on met un petit coil dans l'artère porteuse de ce faux anévrisme et pour traiter cette anomalie vasculaire. Ici, on voit, on peut faire ça combiné, donc l'embolisation proximale ici et puis l'embolisation plus distale, comme on a vu précédemment, avec une artère gastro-épiploïque qui s'est très bien développée. L'étude de SPLASH, alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est la première étude prospective sur l'embolisation prophylactique dans les traumatismes spléniques de haut grade sans saignement actif. C'est Julien qui va vous en parler après. Le rein, les lésions rénales, elles sont rares et elles sont en général de bas grade. Alors, la classification AST, elle est particulière, je vous l'ai mise ici dans les traumatismes rénaux parce qu'elle prend en compte la voie excrétrice. Voilà. On embolise dans le cadre, lorsqu'il y a des anomalies artérielles post-traumatiques. Après, il faut toujours discuter avec les urologues. Voilà, parce que les urologues, des fois, aiment bien faire la néphrectomie d'emblée. Donc, on en discute avec eux. Nous, c'est vrai qu'à Nîmes, on est plutôt du style à y aller et éventuellement, les urologues retournent derrière, mais souvent, on embolise. Autre point important, dans le rein, par exemple, si on a une lésion de l'artère rénale, vraiment une lésion proximale, on peut proposer un geste de revascularisation, mais on peut seulement le proposer dans les moins de 3 heures. Pourquoi? Parce que le rein supporte mal l'ischémie chaude, comme on dit, et donc il y a une perte des néphrons à partir de 3 heures. Donc, on peut avoir un résultat morphologique post-embolisation qui sera bon, mais un rein totalement non fonctionnel. Donc 3 heures. Petite remarque, attention à la vessie. Pensez bien à faire le procubitus si vous suspectez une lésion vésicale lors du body scan pour démasquer une fracture de vessie. Mésentère et intestin, alors c'est rare, ça concerne peu de traumas, mais en augmentation du fait de la ceinture de sécurité. Il peut y avoir des hématomes du mésentère au scanner, ça se rate assez facilement, donc il faut bien les chercher. Et parfois, il y a un saignement actif, il faut savoir que ça peut s'emboliser. Pancréas et voie biliaire,
Ça, c'est très rare, c'est très subtil et c'est souvent diagnostiqué au moment des complications du type infection, pseudokyste ou hémorragie. Donc, en conclusion, c'est important d'avoir un bon réseau de soins et de bien orienter les patients, que ce soit en pré-hospitalier ou en intra-hospitalier. Le body scanner, il a une place prépondérante parce qu'il peut faire le diagnostic vraiment de l'ensemble des lésions du polytraumatisé. Et donc, la radiologie interventionnelle va avoir une place angulaire parce qu'elle fait partie de la traumatisme, comme les anesthésistes, les réas, les chirurgiens. Et importance de la golden hour aussi, il faut aller vite. Donc, tout doit être fait au maximum dans la première heure. Donc, ce n'est pas de la radiologie interventionnelle fine, ce n'est pas du microcathétérisme. Faut y aller, il faut emboliser et il faut arrêter le saignement. Attention aussi, ce sont des patients jeunes, mais qui peuvent décompenser rapidement. Voilà, merci de votre attention. Super Laure, donc je vais enchaîner. Donc je voulais remercier Farouk de nous avoir invités aujourd'hui à vous parler un petit peu de trauma en généralité et plus particulièrement du trauma splénique. C'est la première fois qu'on fait le jury, donc on est hyper flattés. Je remercie aussi, j'ai vu qu'on a nos chirurgiens de Nîmes qui sont connectés. J'avais partagé un peu le lien avec les chirurgiens et les réas. Et donc c'est cool qu'ils aient pensé, qu'ils nous soutiennent aujourd'hui et qu'ils se connectent. Donc moi, je vais vous parler un petit peu d'embolisation préventive. On va faire un focus là-dessus. Un focus qui va se vouloir assez provocateur. Et justement, c'est pour après ouvrir la discussion, et notamment avec Maxime, qui sera là et qui nous donnera son avis. Donc ce topo, je l'ai appelé mort de la splénectomie au cours du jury. Alors, je vais enlever les écrans. Voilà. Alors d'abord, un petit peu d'histoire. Donc je voulais attaquer... J'ai refait un petit peu toute l'histoire du trauma de rate et il faut savoir que les premières traces qu'on a dans les bouquins de médecine anciens, ça vient d'Aristote. Et c'est Aristote qui disait que la rate n'était pas indispensable à la vie. Et d'ailleurs, à l'époque, on disait courir comme un dératé. Ils avaient remarqué que les marathoniens, quand ils leur enlevaient à la rate, eh bien, ils couraient plus longtemps parce qu'ils avaient moins de points de côté et ils avaient tendance à enlever les rates un petit peu fréquemment. Mais on n'a pas vraiment trop de comptes rendus opératoires qui sont arrivés jusqu'à nous, avec la première splénectomie 16e siècle, première splénectomie ouverte, première splénectomie sur traumatisme fermé de l'abdomen, il faut attendre encore plusieurs siècles, c'est 19e siècle. Et à l'époque, on enlève les rates, on ne se pose pas de questions. On commence à se poser des questions au début du XXe siècle, avec en 1919, on découvre que nos rats, sur des petits rats, quand on leur fait la splénectomie, ils étaient plus sensibles aux infections. Donc on s'est dit, bon. Et en 1952, donc vous voyez, c'est assez récent, hein, c'était il y a 70 ans, on a découvert que les enfants splénectomisés étaient plus sensibles aux infections à germes encapsulés, avec notamment des infections rares mais catastrophiques. Et c'est là qu'on a commencé à développer le traitement conservateur de la rate. Et c'est marrant, hein, c'est des complications justement de cette splénectomie qui est né vraiment ce traitement conservateur. Et la radiologie interventionnelle, c'est ça, on a tendance à mettre toujours un petit peu des contre-indications des gestes chirurgicaux. Les années 80, 1981, première embolisation, donc l'avènement du coil qui commence à remplacer un petit peu le scalpel. Et puis les embolisations prennent de plus en plus de place. 2012, c'est CHU de Grenoble qui lance le PHRC, SPLASH, qui va comparer, qui va étudier la place de l'embolisation préventive pour arriver aujourd'hui en 2022, et je l'espère, plus de splénectomie. Et vous voyez qu'on avance vers le plug, et le plug, c'est un peu le matériel qui nous permet de faire des embolisations assez safe. Donc tout ça pour vous parler d'embolisation proximale préventive et pour vous dire qu'on est en train de faire un gap. C'est parce que normalement, les radiologues interventionnels, on ne se pose pas beaucoup de questions, hein, ça saigne, on bouche. Et là, ça ne saigne pas et on bouge quand même. Alors pourquoi? Voilà, on voulait vraiment boucher des artères spléniques et on s'est dit, même ceux qui ne saignent pas, pourquoi pas ne pas les boucher. Donc là, je vous mets un exemple, et c'est un exemple pour vous montrer donc une occlusion précoce par plug. Et vous voyez très vite beaucoup d'arcades qui sont là et qui vascularisent votre pancréas derrière. Hein, vous avez les arcades pancréatiques. Et stricto sensu, dans la littérature, on dit en général qu'il faut la mettre au milieu, au niveau de l'arcade, entre la pancréatica magna et une autre arcade dont j'ai oublié le nom. Et le docteur, futur professeur Martin Bertrand qui nous écoute pourra peut-être nous le mettre en chat, vu qu'il va être agrégé en anatomie. Mais grosso modo, il faut mettre au milieu de l'artère.
Donc, pour qui elle est destinée cette embolisation proximale? Donc, dans Splash, on a dit c'est les traumas de haut grade parce que vous savez que les traumas de haut grade, même s'ils ne saignent pas, dès qu'ils ont un AST supérieur à 3, ben, ça dépend des séries, mais ça peut aller jusqu'à 60% de rupture secondaire, notamment vraiment sur les AST 4. Donc, nous, pour Splash, on a décidé de s'intéresser aux AST 3 et les AST 3 un petit peu plus graves avec de l'hémopéritoine. Et on a dit abondant, parce que dans le pelvis. Et vous voyez, quand vous regardez votre classification AST, ben, on s'intéresse plutôt à la partie élevée du AST. Et il y a une notion qui est très importante, c'est quand vous lisez stricto sensu la définition des grades, ils vous disent qu'un grade 3, c'est un hématome normalement soit de plus de 50%, ou alors ils vous disent un hématome rompu. Et c'est là qu'est la subtilité, c'est qu'en fait, quand vous avez une lésion de votre rate, si votre lésion elle reste à l'intérieur de la capsule splénique, et ben, elle va déformer votre rate, ça va saigner et ça va faire un hématome volumineux. Mais si votre rate elle se rompt, et ben, votre hématome va couler dans le péritoine et du coup, tous ces critères n'ont plus de valeur. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un hématome de rate qui est rompu, c'est-à-dire un trauma de rate qui a une lacération avec un hématome et un hémopéritoine sur une rate isolée, ben forcément, c'est un hématome rompu et ça devient un grade 3. Et pour les grades 5, on a gardé ceux qui avaient quand même une rate toujours vascularisée parce que bien sûr, ça n'avait pas d'intérêt d'emboliser une rate morcelée. Pour la classification de l'hémopéritoine, on dit que chaque secteur est 500 millilitres. Au début, on avait fait des calculs d'apothicaire en disant il faut au moins 3 secteurs. Puis, ce n'était pas reproductible, c'était galère. Et c'est pour ça qu'on a choisi le pelvis pour être plus reproductible. Et pourquoi c'est important cette reproductibilité? Parce que c'est là qu'on va poser notre diagnostic, on va dire c'est pour ces patients-là qu'on va emboliser. Et quand on regarde la reproductibilité de la classification AST, on est assez surpris. Là, vous avez à gauche la classification des centres. Donc, surtout nos patients inclus, les centres avaient classé comme ça. Et au final, quand les experts ont reclassifié les traumas de rate, on a eu 2 exclusions parce qu'en fait, c'était juste des grades 2 qui n'avaient pas à rentrer, qui n'étaient pas des hauts grades. On a eu quelques grades 5 et on a eu une plus grande proportion de grade 4. Et au final, on s'est rendu compte que ce grade 4 était souvent sous-estimé. Quand on regardait la reproductibilité, si on regardait les centres versus les experts, on avait une reproductibilité de classification AST à moins de 0,5. Donc, autant dire que c'est vraiment pas très bon. Et au final, on voit qu'on n'est pas bon et qu'il y a vraiment une importance à avoir une expertise. Et en fait, la traumatologie aujourd'hui, c'est une spécialité, c'est une expertise. Et quand vous avez des experts, par contre, quand vous faites la reproductibilité entre les experts, vous avez une reproductibilité qui est quasi parfaite. Donc, il y a vraiment une place pour les experts. Et si vous le voyez venir, pour bientôt l'IA qui pourra nous aider à être plus reproductible. On s'est intéressé après, donc là, ce que je vous montre, c'est un petit peu en off, parce qu'on n'a pas encore publié. On va le publier, c'est juste qu'on n'a pas trop le temps de s'en occuper, il faut qu'on s'y mette. On a cherché, en fait, entre les experts et les centres, justement les traumas de rate qui avaient été sous-estimés. Donc, des traumas qu'on dit, c'est un grade 3, c'est pas si grave, et au final, c'était des grades 4 ou des grades 4 qui étaient des grades 5. Et quand on regarde en analyse unie multivariée, si on s'intéresse à la complication en général, on voit que se tromper de grade de rate, donc se tromper sur le traumatisme de la rate, ça ne modifie pas, ce n'est pas un facteur de risque de faire une complication quelle qu'elle soit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on embolise en proximal les rates, l'embolisation proximale est un facteur de protection de la complication. Et donc, tous les patients qui n'ont pas été embolisés, ils ont fait beaucoup plus de complications que les autres. Au final, on se rend compte que faire cette embolisation proximale, ça protège le patient de la complication. Pourquoi? On pense que justement, on crée une ischémie-reperfusion de la rate qui cicatrise mieux. On crée des facteurs sûrement de VEGF, de croissance vasculaire dans tout l'organisme parce qu'on a créé une ischémie localisée et ce préconditionnement ischémique entraîne des modifications cytokiniques à l'échelle du corps et ça permet de mieux cicatriser. Ça, c'est ce qu'on pense. On n'est pas arrivé à le démontrer, mais on pense que c'est pour ça que c'est bien de les emboliser. Par contre, si vous vous focalisez sur les complications hémorragiques, le fait d'avoir sous-estimé votre grade, ça devient un facteur de risque de faire une complication hémorragique. Et un facteur de risque qui est indépendant en multivarié. Vous avez à peu près 3 fois plus de chances de faire une complication hémorragique si on vous sous-estime votre trauma de rate. Pourquoi? On pense parce qu'en fait, le trauma de rate, souvent on dit que c'est un 3 et en fait c'est un 4. Et en fait, on va le laisser dans un coin, on va moins le surveiller en se disant qu'il est moins grave. Et de moins le surveiller, on est moins sensible, par exemple, à la déglobulisation, on arrive plus vite sur les complications.
Ensuite, on s'est dit comment on a fait cette ambulation proximale, parce qu'au final, on voit que l'ambulation proximale, elle permet d'avoir moins de complications. Pourquoi on ne le ferait pas chez tout le monde? Et il y a plein de gens qui nous ont dit non, mais l'ambulation proximale, on fait prendre un risque aux patients, c'est dangereux. Donc, on a repris tous les patients qui ont eu une ambulation proximale et on a été assez surpris des résultats. Hein. Sur 18 centres en prospectif, ce n'est pas la série qu'on fait dans notre coin et puis il y a un patient qui ne nous plaît pas, on l'enlève. Non, vraiment de manière prospective, sans exclure de patient. Le succès technique, il est très bon, il est de 94% avec seulement 4 migrations de coil. D'accord? Donc, une ambulation qui était plus seulement proximale, mais aussi combinée. On a eu des ambulations combinées volontaires chez 6 patients, c'est-à-dire en fait, entre le moment où vous avez fait le scan et où vous avez pris la décision de faire l'ambulation proximale, vous êtes arrivé en artérieux, il a développé une fistule, une fuite ou un faux anévrisme que vous avez dû traiter. Donc, ça arrive à peu près chez 6 patients, donc 8% des patients. Le temps de procédure, très important. Là, on vous parlait de damage contrôle radiologie. Donc, quand vous faites ce que vous voulez, de la chirurgie ou de la radiologie, quand vous allez traiter le saignement, ce n'est pas vous qui allez sauver le patient. Celui qui va sauver le patient, c'est le réanimateur derrière qui va l'avoir dans ses lits, qui va le réchauffer, qui va traiter ses troubles ioniques, qui va traiter son acidose. Et c'est lui qui va le sauver. Il faut que très, 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 très vite, le patient aille en réa. Et c'est comme ça qu'on les sauve. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une histoire de golden hour. Et il faut que tous nos traitements durent moins d'une heure. Et si vous, quand vous êtes en procédure, vous voyez que ça va durer, il faut passer la main. Et c'est pour ça qu'on parle d'équipe. Il faut communiquer. Et si vous n'y arrivez pas, vous passez la main au chirurgien parce qu'il faut aller vite. Et l'ambulation proximale, en multicentrique, on voit qu'on a un temps moyen de procédure de 50 minutes. Donc, on est dans la golden hour avec très très peu d'iode utilisé, moins de 100 millilitres, donc moins d'iode que pour un scanner. Quand on voit le matériel qui a été utilisé, donc on a chez la moitié des patients, c'est marrant, ça dépend des équipes, on n'avait mis aucune consigne pour le matériel à utiliser. Ben, la moitié des centres utilisaient le plug et la moitié des centres utilisaient le microcoil, le Penumbra Pod, 5 ou 6 mm en général, ils mettaient le 6. Et si vous avez une rate qui était plus petite que d'habitude, ils mettaient 5, mais très souvent, ils mettaient 6. Et de la même manière, je suis dans le plug, tout le monde mettait des plugs de type 4. Et là, vous vous demandez, mais où mettre ce plug? Est-ce que c'est compliqué? Si je ne sais pas reconnaître l'anatomie, c'est très simple. Nous, de manière systématique, on le met à gauche du rachis. Vous cathétérisez votre artère splénique, vous voyez votre rachis, vous le mettez au bord gauche du rachis, et c'est très bien, c'est au milieu, il n'y a pas de souci. Donc, à quoi ça ressemble? Donc là, je vous montre un exemple de pose de plug. Donc, c'est très simple à faire. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc là, vous voyez, on a mis un cathé porteur, un introlong dans l'artère. On fait notre série. Vous avez un trauma de rate avec la moitié de la rate là, qui est dévascularisée sans fuite active. Et on va larguer notre plug. Et vous voyez, le plug, on le largue au bord gauche du rachis. Et quand vous contrôlez, il n'y a pas de risque de nécrose. Les gens ont peur de la nécrose du pancréas parce qu'avant, en fait, on faisait des packings assez longs de l'artère avec des coils très longs. Et on sait que plus la longueur d'artère est couverte et plus vous avez un risque de faire une ischémie de pancréas. Ici, sur les 70 patients embolisés, il n'y a eu aucun problème de pancréatite. Okay, pourquoi? Parce que c'est une embolisation très courte, c'est juste un bouchon. On le met, en fait, ce n'est pas pour boucher complètement l'artère, mais ralentir le flux. Et vous avez votre collatéralité qui se développe et votre pancréas qui est bien perfusé, il n'y a pas de souci. Les pods, alors les plugs, c'est bien quand vous arrivez à monter avec une sonde genre 4F Cordis Tempo, vous la mettez dedans et vous arrivez à larguer votre plug. Si vous avez besoin d'utiliser une side parce que vous avez un ligament arqué et que vous n'êtes pas passé par bord radial, eh ben, ce n'est pas possible de mettre un plug. Et dans ces cas-là, il faut utiliser un coil. Donc là, je vous montre cet exemple. Donc, vous voyez, donc on était avec une side courbure 1 au sein de l'artère splénique. Et on a pris donc notre micro-cap et on a largué nos plugs. Et ça, c'est pour vous montrer que ces plugs, en fait, pourquoi ils sont, ces coil pods, pourquoi ils sont bien? Parce qu'en fait, ils sont très rigides et ils se packent très bien, ils sont assez longs et ils ne bougent pas. Et en fait, vous les ancrez dans l'artère et vous avez très, très peu de risque de migration en distalité. L'autre avantage aussi, c'est que c'est des coils à détachement contrôlé, c'est-à-dire que quand vous commencez à le larguer, si vous avez sous-sizé et que vous avez l'impression que votre coil ne tient pas bien, ben vous le récupérez et vous le changez. Et de la même manière, on fait le contrôle. Et avec le contrôle, vous voyez très bien que l'artère splénique est bouchée, mais que très vite, il y a la collatéralité qui se développe. Et il n'y a pas de souci, c'est très bien toléré. Donc, quelles sont les complications qu'il y a eu dans nos embolisations? Tous nos patients embolisés, quand on suit toutes les complications, à savoir la pneumopathie, l'infection, ce que vous voulez, on a eu 9% des embolisés qui ont eu des complications versus 23% des non-embolisés. Donc, vous voyez bien que cette embolisation proximale, elle
elle protège le patient de la complication, elle aide à une meilleure cicatrisation. Et ça, vraiment, on pense que ça se passe à l'échelle cytokinique cellulaire. Et en fait, on a une théorie qui parle d'ischémie contrôlée. Et en fait, quand vous faites votre ischémie contrôlée, vous stimulez votre neurogénèse et vous aidez à cicatriser. Les complications liées à la mort, vous voyez, il y a eu 2 hématomes au point de ponction, donc 3% de complications, ça reste acceptable. L'efficacité primaire, c'est mon fils qui crie, je ne sais pas si vous entendez. L'efficacité clinique primaire de cette embolisation, elle est très bonne, d'accord? Donc les gens ont peur, ils se disent, ouais, mais quand je bouge, si derrière j'ai une complication secondaire, comment on va faire? Est-ce que ça va être galère? Il faut savoir que c'est très rare derrière d'avoir la complication secondaire, parce que justement le fait d'avoir coupé la pression, vous allez baisser votre pression, il n'y aura plus les barotraumatismes intraspléniques et vous allez moins développer de fistules ou de faux anévrismes. Et effectivement, sur nos patients, vous voyez, on en a eu un qui a été repris à J6 parce qu'il a développé une fuite active secondaire, et un second qui a été repris à J30 sur les contrôles parce qu'il a développé une fissure artéroveineuse. Alors que quand vous prenez le groupe surveillance qui n'a pas été embolisé, on a dû en emboliser 14, d'accord, contre 2 dans l'autre groupe. Et en fait, on voit bien assez logiquement que l'embolisation proximale protège de la survenue de complications vasculaires. Donc, les gens sont stressés et se disent est-ce qu'on peut le reprendre? Il faut savoir qu'on peut toujours reprendre un patient et il y a plusieurs techniques. Vous pouvez soit y aller par le vaisseau. Donc là, je vous montre un exemple. Donc, c'est un patient chez qui on avait mis un plug. Donc, hop, vous avez votre plug qui bouche l'artère, mais juste en regard du plug. Vous voyez, là, il n'y a rien qui se rehausse. Mais très vite, l'artère splénique reperfuse. Et des fois, ça va tellement vite qu'en fait, on ne casse même pas la pression. Et je pense que c'est pour ça que les patients développent des anomalies secondaires. En fait, quand ils vont développer l'anomalie secondaire malgré l'embolisation proximale, c'est parce qu'ils ont tellement de collatéralité qu'au final, on ne baisse pas la pression et derrière, ils refont leur barotraumatisme sur leur artère lésée. Donc, il y a toujours moyen de passer par une collate parce que les collatérales sont très grosses. Donc, dans ce cas-là, vous voyez secondairement apparaître une très belle… donc, soit vous passez par les arcades pancréatiques, mais là, on aurait pu passer par là. Ça aurait pu se discuter. Mais là, on aurait été sur du 2.0. On voit que c'est une artère assez petite. Souvent, c'est des patients jeunes. Les patients jeunes, vous savez que ça se passe. Donc, on préfère aller un peu plus sur des plus grosses artères, mais ça aurait été discutable. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que vous regardez en arrière-plan, vous avez une très grosse gastro-épiploïque hypertrophique qui prenait le relais du pôle inférieur. Et donc, en fait, on a fait le choix d'aller dans la gastro-épiploïque. Et vous voyez, vous avez une très belle gastro-épiploïque qui reprend la vascularisation. Et ça va tout droit. Vous prenez votre micro-4. Vous prenez des micro-4 longs à 150 pour être sûr de ne pas avoir de problème de longueur, parce que là, vous êtes dans des anastomoses, c'est des trajets un peu longs. Et en fait, on arrive à tout remonter et à aller jusqu'à l'anomalie et la boucher. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de l'embolisation proximale. D'accord? Ce n'est pas un problème de reprendre les malades. Et si vous ne trouvez pas de voie, donc là, par exemple, c'est une patiente, une autre qu'on avait embolisée, et sur son suivi, elle développe un fossa au pôle lymphe. Donc, ce fossa, on l'avait depuis le début, sur le contrôle AJ5, on commence à l'avoir. On a dit, on le respecte, il va se thromboser, mais il ne se thrombose pas, il est toujours là. Et vous voyez, le fossa, là, au temps portal, ça reste la même forme, bien rehaussé. Donc, on s'est dit, bon, cette dame voulait sortir d'hospitalisation, elle a un peu une bombe à retardement dans le ventre. On a dit, non, on va l'emboliser, mais on ne voyait pas vraiment de collate. Et donc, on est allé en percutané. Donc, il faut savoir que c'est possible. Donc, si vous n'avez pas vraiment de collatéral, vous pouvez aller en percutané. Donc là, on a piqué avec une Shiba au sein de l'artère et on a injecté de l'onyx. Et vous voyez, on a laissé l'onyx, on l'a injecté, on l'a laissé un petit peu partir. L'avantage de l'onyx, ce n'est pas comme la colle. La colle, c'est très fluide. Vous l'injectez, vous avez toujours peur qu'elle parte dans le réseau splénique et qu'après ça file dans le foie. Là, vous mettez le l'onyx comme ça, vous le voyez, vous l'injectez directement à l'aiguille. Vous prenez une Shiba, vous la plantez, puis vous vissez votre seringue d'onyx. Il n'y a pas besoin de rincer au DMSO, vous êtes sur une aiguille, l'espacement est très faible, et vous injectez. Vous injectez, voilà, vous voyez votre onyx, il file, vous allez tout doucement, vous le laissez un petit peu filer dans la veine, puis vous vous arrêtez, vous lui laissez faire son cast, et une fois qu'il a fait son cast, vous finissez votre injection pour faire le trajet voilà, dans l'autre sens. Et une fois que c'est terminé, vous faites une série. Donc, on avait fait une série qui est mal soustraite dans le tronc cœliaque. Vous voyez, on a fait partir la soustraction, ça avait déjà commencé à injecter. Et vous avez votre matériel là, avec une rate très bien vascularisée, il n'y a pas eu de souci. On aime bien faire des contrôles aussi dans l'AMS parce que vous savez, il y a beaucoup d'anastomoses. On voulait être sûr qu'il n'y ait pas de reprise, qu'on ait bien bouché toute l'anomalie. Et sur le contrôle à distance au scanner, vous voyez que l'anomalie a bien bouché jusqu'à la veine.
Voilà, et on n'a rien qui est parti dans le foie. Bon, je vous demande de me croire, hein, j'ai renié un peu, mais on n'a rien qui est parti dans le foie. Donc au final, l'embolisation proximale, dans le groupe, on a fait 71 embolisations proximales sur des traumatismes de haut grade, d'accord, qui sont connus pour faire plus de complications, plus de splénectomie. On a eu 0 splénectomie, d'accord. On a eu 4 splénectomies dans l'autre groupe, et c'est des splénectomies principalement qui sont arrivées avant le contrôle à J5. Vous voyez, dans la majorité, en fait, c'est à J5 qu'on a vu chez 14 patients des anomalies qu'on a embolisées. On se dit, on fait une embolisation proximale, on va faire de la nécrose de rate. Quand on a regardé tous les patients à J30, on avait 3 patients qui avaient moins de 50% de parenchyme dans le groupe embolisé, 2 dans l'autre groupe. Donc au final, il n'y a pas de différence, ok. Et en fait, la dévascularisation, elle n'est pas due à l'embolisation, mais elle est due au trauma. Et quand vous avez un gros trauma de rate, et ben, parfois à distance, et ben, il y a moins de 50% du parenchyme qui est conservé. L'hospitalisation, elle était plus courte dans le groupe des embolisés. On a vu que les grades 3 faussement rassurants, au final, c'était un facteur de risque de faire une complique. Donc, en résumé, l'embo proximal, on fait plus de splénectomie et c'est un facteur protecteur des complications du trauma. Les grades 3 rassurants qu'on laisserait dans les services en disant c'est un grade 3, il n'y a pas besoin d'y aller, ils exagèrent, splash, et bien, au final, quand on se trompe, c'est un facteur de risque de complications hémorragiques. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas emboliser tous les traumas de haut grade? Et je voulais finir sur ça. Donc voilà, je vous remercie et on peut en discuter. Merci Julien, merci Laure. Bon, c'était très très intéressant. On a bien compris le message. D'une part sur le caractère prise en charge générale, damage control, même si c'est un terme, vous l'avez bien précisé, de chirurgie qu'on peut de manière un petit peu, pas provocatrice, mais détournée, utiliser à la radiologie interventionnelle. Et puis après, sur l'embolisation prophylactique, donc je pense que le professeur Maxime Renaud, qui est encore dans la salle d'attente, qui a eu la patience de tout écouter, a pas mal d'éléments à apporter. Et donc, on lui donne la parole sans plus attendre. Merci beaucoup. Mais non, mais j'ai attendu et j'ai appris plein de trucs. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces présentations. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Mais comme tu Super. l'as dit, effectivement, en fait, c'est une session qui aborde deux choses un peu différentes dans le contexte du trauma. À mon sens, c'est deux questions qui sont des vraies questions qui se posent souvent à nous. C'est d'une part, est-ce qu'il faut étendre les indications de la radiologie interventionnelle aux patients qui sont normalement historiquement dirigés vers les blocs opératoires, et notamment des patients qu'on considère comme instables ou difficilement stabilisés, d'une part. Et après, il y a le contraire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit étendre de l'autre côté les indications vers des patients qui vont très bien et qui ne sont même pas indiqués normalement à la radiologie interventionnelle. Et dans ce cas-là, on a la radiologie interventionnelle préventive. Donc, d'une part, une extension vers la gravité, et d'autre part, une extension vers la prévention. Je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de situations cliniques où on peut avoir ces deux trucs-là. Peut-être qu'on peut parler un peu de la première partie, la partie un peu grave, très grave, des patients où historiquement on les emmène au bloc opératoire. Alors, si vous voulez vous amuser, si vous avez des amis réanimateurs et que vous voulez vous amuser dans un dîner, si vous emmerdez, vous pouvez lancer le débat, mais c'est quoi un patient instable? Alors là, à ce moment-là, ils se jettent les uns sur les autres. Parce qu'il n'y a pas de définition en fait, de l'instabilité qui est reconnue dans le milieu réanimatoire. Mais quand même, on a l'impression que les équipes à haut volume ont adopté complètement, enfin, ont adopté le fait de passer au scanner comme étant un passage un peu obligé du trauma, même si en fait, on n'a pas de données randomisées qui montrent que le fait de faire un scanner, ce sera mieux que le fait de ne pas le faire. En fait, on a des données indirectes de simulation qui montrent que la survie est meilleure, vous l'avez dit. Et du coup, ils stabilisent beaucoup les patients. Et donc, on est amené à avoir des patients qui vont saigner peut-être dans 1, 2, 3 endroits, qui sont stabilisés. Et il y a des sites de trauma qui vont plutôt aller vers la chirurgie, et puis d'autres, comme la rate, justement, où on a vraiment envie de continuer à aller vers la radiologie interventionnelle. Et nous, dans notre expérience, on voit que on a, j'imagine que c'est la vôtre, c'est la même, vous pourrez me dire, on voit de plus en plus de patients qui sont des patients stabilisés, mais franchement plutôt choqués, et qu'on va quand même emmener en radiologie interventionnelle, alors qu'il y a 10 ans, on les emmenait au bloc opératoire. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que nous. À Montpellier, par exemple, ou à Nîmes, ou à Marseille, vous avez cette expérience aussi?
Alors nous, on prend vraiment la décision. Alors on essaye, hein, c'est toujours pareil. Souvent, au final, on n'arrive pas à être tous ensemble, mais vraiment, on se pose avec les chires et vraiment, 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 même si on y va en premier, ça arrive des fois, en fait, maintenant, les anesthésistes, ils pensent à la radio. C'est marrant, ils pensent à la radio avant la chire, j'ai l'impression. Parce que des fois, ils m'appellent et je dis, mais t'as appelé un chir? Et ils me disent, non, on n'a pas appelé les chires. Ça fait, je dis, bah, appelle les chires. Et nous, on est toujours motivés pour y aller en premier. Après, je pense que c'est histoire de bloc disponible. Nous, on n'a pas de salle vraiment urgence dédiée, donc il faut qu'on arrête un geste, qu'on le mette dessus ou que ça tombe bien et qu'on n'ait rien. Mais je pense que ça, c'est important, hein. Si la salle, elle n'est pas libre, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Mais on essaye d'y aller un maximum en sachant que si ça ne marche pas, on n'hésite pas à passer la main au Ouais. chir. Ou alors, le chir ne le prend pas et nous, on le prend derrière. Vraiment, on essaye de communiquer. Souvent, en fait, un problème, c'est qu'on ne communique pas. En Mais fait, c'est vrai oui, que je c'est pense que la exactement radio ça. inter, c'est ce qui marche le mieux, hein, dans le truc qui saigne. Non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je disais nous, on a l'impression d'y aller plus qu'avant, c'était après les discussions qu'on a avec les chirurgiens et les réanimateurs, qui sont indispensables. Mais effectivement, un des problèmes, comment dire, une des limites de la radiologie interventionnelle, c'est que souvent, enfin, elle n'est pas disponible partout et elle n'est pas disponible tout le temps partout. Et c'est aussi pourquoi il y a parfois encore les réflexes d'aller au bloc, ce qui est logique. Je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais je voulais en profiter pour montrer deux, trois diapositives. Vous m'autorisez? J'aurais Est-ce que bien vous aimé m'entendez? dire un petit Oui, mot mais, Il y oui, a oui, bien sûr. quelqu'un qui veut Allez-y, parler? allez-y. Voilà, je suis Marie-Christine Lemoine, je suis chirurgien digestif. J'ai fait beaucoup d'enseignements sur le trauma de rate côté chirurgical et bien sûr, je bosse avec Julien depuis quelques années. Je crois que la problématique, alors vous parliez en effet de la définition de l'instabilité hémodynamique, ça c'est vrai que c'est un grand problème en traumatologie, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. La discussion, et là je pense que c'est important qu'il y ait une communication quand on parle d'organisation, de réseau, qu'il y ait un réanimateur, un chirurgien, un radio interventionnel, et dire tout simplement qui est-ce qui va être le plus rapide pour faire l'hémostase. Alors, là, Julien, tu nous donnais des chiffres de 50 minutes en moyenne pour une embolie proximale. Bon, la chirurgie, je pense pour avoir l'hémostase, après, je ne sais pas ce que comptent ces chiffres, si c'est à partir du moment où vous mettez le cathéter, si vous comptez le transport du patient jusqu'en salle d'embolisation, enfin, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Mais globalement, chirurgicalement, l'hémostase, on l'a très rapidement clampé. Enfin, c'est en 10 minutes à partir du moment où on ouvre le ventre. Bon, après, la splénectomie, on l'a fait après. Je crois que le principal avantage, bien sûr, de l'embolisation, c'est de préserver la rate. Ce d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas eu de cas d'opsie décrits dans la littérature après embolisation. Voilà. Et que c'est seulement à partir d'un parenchyme splénique, ischémie à plus de 50%, qu'on va donner les traitements prophylactiques contre les opsies. Et une dernière remarque que je voulais faire sur vos diaporamas, c'est que la classification d'AST, elle a changé. Je trouve qu'elle s'est un peu plus simplifiée pour nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a une image hypervasculaire, c'est un AST 4 ou 5. Et moi, ce que je dis aux internes, voilà, vous avez une lacération de plus de 3 cm, un hématome de plus que 5 cm ou une hyperdensité vasculaire, d'emblée, vous êtes sur un trauma à emboliser grade 4 ou 5. Pour répondre à Marie-Christine, merci Marie-Christine pour ta remarque. Donc, le temps de geste, c'était le temps, en fait, nous, on le calcule, tu sais, avec entrée-sortie de salle. Donc, on l'a calculé comme ça, on n'a pas pris tout le temps autour, hein, genre, il est arrivé, il est machin, donc c'est entrée-sortie. C'est juste pour faire la différence, tu sais, par exemple, quand tu fais un anévrisme, tu vas mettre 2h30 à le faire, donc c'est clairement pas ce qu'il faut faire dans le trauma. Il faut essayer d'aller taper sous la barre des 1 heure. Et c'est le temps, voilà, on va dire, le patient, il rentre dans la salle, le patient, il sort de salle, c'est 50 minutes. Après, pour la classification AST dont parle Marie-Christine, c'est vrai, dès qu'il y a une anomalie vasculaire embolisée, vous passez en grade 4. Et la classification qu'on vous a montrée, c'est justement pour le splash, c'est-à-dire c'est les classifications des gens qui n'ont pas d'anomalie artérielle. Et c'est la classification historique qu'on utilise chez les gens qui n'ont pas d'anomalie artérielle pour classer en grade. Et le truc qui est important, c'est en fait ces histoires de taille qu'on prend. Est-ce que je le prends en axial? Est-ce que je le prends en multiplanaire? Il y a un truc qui est important, c'est que quand vous mesurez, si vous avez de l'hémopéritoine, ça veut dire qu'en fait l'hématome s'est rompu.
Et là, vous passez sur un plus haut grade parce que de toute manière, votre mesure sera pas fiable vu que le saignement se fait. Si vous avez un trauma de rate isolé et un patient qui a du sang dans le ventre, jusqu'à preuve du contraire, il vient de la rate, donc c'est que la rate s'est rompue puis rebouchée, mais c'est des patients graves. Donc pour Je ne sais pas toi, si j'ai répondu. donc pour toi, oui, tout à fait. Donc pour toi, un épanchement périsplénique suffit Eh pour ben, poser l'indication d'embolisation. C'est ce que tu aimerais aller jusque-là. Alors, moi, j'aimerais aller jusque-là. Contrairement Ouais. à Voilà, ce c'est ça, décalage, exactement. et Julien, il aimerait contrairement aller jusqu'au bout, lui. Il à ce aimerait qu'on donné emboliser d'autres cette rate. études prospectives. Quelqu'un qui vient, hop, on l'embolise. Mais je pense que les débats que vous avez sur le temps à hémostase, c'est vrai et c'est intéressant, mais je pense qu'il faut quand même, à mon avis, prendre le moment où le chronomètre démarre, c'est le moment où le patient arrive à l'hôpital. Parce que un des problèmes, ça va être la disponibilité des intervenants. Et effectivement, souvent, le flux vers la chirurgie est plus rapide, sauf dans des gros centres qui ont l'habitude où le radiologue interventionnel est sur place. Mais parfois, on a un problème de temps jusqu'à la salle de RI, etc. Et alors, à partir de là, du coup, tu as un temps qui augmente avant, qui est à prendre en compte dans certains centres qui ont peut-être moins de volume ou moins d'accès. Et c'est vrai que du coup, on comprend pourquoi la chirurgie va plus vite. Mais ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Et quand on est sur place tous, ben, c'est vrai que parfois la RI peut aller aussi vite que la chirurgie. Et ça, c'est très important, la remarque, parce que moi, j'étais CC à Grenoble, et à Grenoble, quand il y avait un polytrauma, on était en préalerte. Et c'est-à-dire, il y a un polytrauma qui va arriver de la montagne, ils appellent le radiologue, ils appellent le chir, au final, tout le monde l'attend au déchocage. Et puis il arrive et tout le monde est là, c'est le top. Et nous, à Nîmes, on ne travaille pas comme ça. En fait, il y a un trauma leader qui est sur place, c'est le chirurgien. Le chirurgien est de garde, il est là, il n'y a pas de souci. Alors que le radiologue interventionnel, il est dans son lit à Nîmes, en train de dormir. Donc forcément, s'il y a un polytro qui arrive, le radiologue, le temps qu'il arrive, il lui faut déjà une demi-heure. Donc clairement, on a du mal, nous, à prendre… c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, à Nîmes, c'est pour ça que ce qui est important, c'est que nous, on vous donne des clés pour réfléchir, mais après, c'est à adapter en fonction de son plateau technique, de son centre. Et nous, on a décidé que normalement, le trauma leader, c'est le chir voit comment ça se passe, et il appelle le radiologue si besoin, ou s'il faut, il le prend au bloc. Mais c'est vraiment une organisation qu'on a en interne du fait de nos contraintes. D'accord. Je voudrais dire un mot, là. C'est Frédéric Bory, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, on vous voit, M. Bory. Ouais. Justement, là, j'interviens un peu sur qui fait quoi, en fait, dans ces prises en charge de ces traumatisés. Je pense que comme tout jeune chirurgien, on est passé dans la prise en charge de ces patients polytraumatisés et c'est toujours posé la question de la communication. Et je pense que lorsqu'on a un traumatisé, Marie-Christine l'a bien souligné, c'est qu'il doit y avoir quand même une concertation avec les différents intervenants potentiels dans la prise en charge des polytraumas. Et dès qu'il y a une défaillance de communication, la prise en charge se casse la gueule. Et ça, à mon avis, c'est avant d'essayer de mettre des procédures en avant par rapport à d'autres, il faudrait peut-être déjà assurer la communication, se parler, décider ensemble, parce que un jour, en effet, ça sera l'embolisation en premier, un autre jour, ça sera la chirurgie, mais chaque patient est différent. Chaque patient arrive à un stade différent et à un retard de prise en charge différent. Et on ne pourra pas dire, ben voilà, mais tous mes traumas hémorragiques vont être pris en charge par la chirurgie ou par l'embolisation. Et donc, il faut faire attention aux généralisations, parce que comme tu l'as dit aussi, Julien, tu as aussi l'effet centre. L'effet centre, Grenoble, en effet, ils sont prêts. L'embolisation, je vais exagérer, en 20 minutes. Moi, tous les patients que j'ai perdus, ils sont passés à l'embolisation en premier. Et ça m'est toujours resté. Et donc, c'est pour ça qu'à Montpellier, quand j'étais chef à Montpellier et PHU, tous les traumas, on faisait damage control et après, ils partaient en embolisation. Et tout cela, on les a sauvés. Et tous ceux qu'on essayait de mettre en embolisation parce que les équipes n'étaient pas entraînées, on passait 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures à essayer d'emboliser une artère qui saignait. Et pendant ce temps, le patient il se dégradait et on allait au bloc et on le perdait. Donc, le message, il doit être quand même nuancé en fonction du centre et surtout des communications qui sont possibles dans chaque centre. Parce que si un chef d'orchestre qui prédomine sur les autres, comme c'est souvent le cas, le réanimateur qui va décider, et tu l'as bien dit, le réanimateur qui va appeler directement le radiologue, et je pense qu'on a un petit exemple avec
Martin sur ce cas particulier où les radiologues ont été appelés en premier sans que les chirurgiens soient au courant, ça finit par un décès parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, il faut privilégier la communication, la discussion et à ce moment-là, la prise en charge sera optimale. Et on optimisera aussi la voie radiologique parce qu'on va mieux définir ces indications et du coup, on pourra l'optimiser aussi dans la prise en charge. Et ça ne sera pas quelque chose de… Mais je pense, comme tout le monde n'est pas expert en radiologie interventionnelle pour ce type d'embolisation, le standard actuel, ça restera quand même la chirurgie tant qu'on n'a pas uniformisé les centres de traumatologie dans les prises en charge de ces traumas. Alors, est-ce qu'on peut dire ça et en même temps, on peut dire que quand on regarde quand même l'évolution de la médecine depuis 15 ans, clairement, la place de la radiologie interventionnelle augmente. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a des centres de petits volumes, il y a des gens pas formés ou des gens pas compétents, mais globalement, si on prend toutes choses étant égales par ailleurs, des centres de gros volumes avec des gens qui savent faire ou de la chirurgie ou de la radiologie interventionnelle, bien, on peut dire qu'on voit quand même une évolution vers plus de radiologie interventionnelle qu'avant. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a plus de chirurgie, au contraire, il y a encore beaucoup de chirurgie, parce qu'il y a plein de sites de trauma qui ne peuvent pas être pris en charge par la radiologie interventionnelle. Donc on peut dire à la fois que c'est très important la communication, c'est très important le partage vite, rapide des informations et effectivement l'adaptation aux situations locales et en même temps reconnaître que la radiologie interventionnelle a une place en 2022 qui est plus grande qu'elle avait il y a 10 ou 15 ans. Et ce n'est pas uniquement parce que la chirurgie ne fait pas bien, pas du tout, c'est parce qu'on s'est amélioré sur les techniques, sur le matériel, sur la formation des médecins, etc. etc. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai une remarque, vraiment, ce que moi, je rêverais, vraiment, mon truc idéal, c'est que en fait, faudrait séparer le trauma leader de l'opérateur. Mais oui, c'est pour ça que c'est mieux que les réanimateurs soient trauma leaders. Ouais, oui, mais pour expliquer par exemple… C'est ce qui est fait, oui, c'est les réanimateurs. Mais ce qui serait pas mal, c'est que même, tu vois, par exemple, tu prends un radiologue interventionnel, il va faire le geste, tu vois. Et ce qui serait bien, c'est qu'en fait, ça, je l'avais lu en fait, c'est au Japon qu'ils font comme ça, mais je ne sais pas au Japon combien ils sont dans leurs hôpitaux. Parce que nous, clairement, humainement, on n'est pas assez nombreux pour faire ça. Mais en fait, ils ont un radiologue senior, un chir senior qui sont dans la salle où il y a les manips, tu vois. Il y a un opérateur radiologue qui fait l'embolisation et le chir et le radio discutent du cas en disant voilà, ben là, tu fais ça. Et le chir dit ah, mais non, ça, moi, j'irai plus vite que toi. Et en fait, ils prennent la décision de manière un petit peu, tu vois, libre à l'écart en disant ben, continue, puis oh putain, ça fait 20 minutes. Parce que moi, par exemple, quand j'embolise, il n'y a personne qui me dit oh, ça fait 20 minutes, tu n'as pas arrivé à piquer l'artère. Bon, Dieu merci, ça ne m'arrive pas parce que je prends l'échographe. Mais je veux dire, on n'a pas un gardien du temps vraiment en salle extérieure. Ce qui serait bien, ça serait qu'on ait un gardien du temps qui dise eh ben là, ça fait 30 minutes, passe la main, tu vas y arriver. Ou parce qu'après, une fois que l'opérateur il est dans son geste, moi, je me rappelle d'un patient que, entre guillemets, je pense que c'est à cause de moi, c'est pas à cause de moi, mais mon geste n'a pas été efficace. C'était une rupture d'artère rénale sur un anévrisme. Et il m'appelle et les chirurgiens ne voulaient pas y aller parce qu'ils ne se sentaient pas d'y aller. Les chirurgiens disent je ne pouvais pas y aller parce que c'était une artère rénale, ils voulaient enlever le rein. Et au final, ils nous disent bah, allez-y vous. Et en fait, on y allait au bout de 4 ou 5 heures. Le gars était bien choqué, justement, le côté choc, parce que là, il était quand même sous amine et instable. Et au final, on est arrivé sur place, on a gonflé un ballon dans l'artère. Et dès qu'on a gonflé le ballon dans l'artère rénale, hop, tout allait bien, plus besoin d'amine. Donc, ils nous ont dit ah, c'est génial. Et j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauve le rein ou est-ce que je bouge tout, on ne se prend pas la tête, il part en réa? On m'a dit, il a 55 ans, on sauve le rein, c'est parti. Donc là, on est parti dans une ambulation complexe sous protection du ballon. On était hyper content de notre geste. On a dit, ouais, on est des fous, la radio, c'est la folie. Et en fait, le patient est mort après parce qu'il était en acidose, il avait le lactate à je ne sais pas combien. Et au final, si on lui avait bouché le rein, si on avait pris cette décision qui est dure à prendre quand on a la tête dans le guidon, mais s'il y avait quelqu'un à l'extérieur un peu plus… moins impliqué, qui dit non, mais là, écoute, il a je ne sais pas combien de lactate, ça fait 20 minutes que tu es dessus, bouche le rein. Je pense que c'est là-dessus, il faut qu'on progresse, il faut qu'on arrive à communiquer. Ouais, non, mais… Trauma leader, hein. C'est de connaître le damage control, parce que le damage control, c'est le contrôle rapide de lésion. Forcément, l'occlusion de l'artère, c'est plus rapide qu'une embolisation sélective. Ouais. Et moi qui fais des cours sur le damage control toutes les 5 minutes, tu vois, moi quand j'étais dedans, je ne l'ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire?
Il faudrait mettre une alarme sur les dur. malades. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que damage control, ça veut dire exactement, ça veut pas dire juste aller vite, ça veut dire sacrifier des choses Voilà, pour sauver l'essentiel. Non, c'est un Et contrôle ça veut sommaire. dire qu'on accepte de sacrifier des choses, de ne pas respecter l'anatomie ou la physiologie, bon, pas tout sauver pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire en gros le malade. Mais Et effectivement, le message, c'est ça. du coup, Et emboliser des tous, rats. c'est dur, mais il faut s'y faire. Ouais, bien sûr. Du coup, Et emboliser des après, une rats, c'est rate, pas du damage control, tu vois. ouais. Non, mais alors l'ambulation préventive, c'est vraiment pas du damage control. Voilà. On est d'accord. Hein. Mais c'était juste pour taquiner, parce que je savais qu'il y avait Non, des non, mais tu as chirurgiens, raison. donc je voulais mettre la fin de la sphénectomie. Mais non, mais le message à retenir, Il c'est reste ça. encore Hein, c'est vrai, c'est le 5%, damage hein. control, c'est ça. Ouais. Il reste je encore voulais juste- 5% de splénectomie. Je voulais juste vous Après, montrer tu à propos des Ouais, montre-nous. traumas. J'avais juste une ou deux diapos que je peux vous montrer. C'est sur Avec justement plaisir, ouais. les cas très graves. On a repris notre expérience des patients qui sont choqués, qui sont en choc hémorragique et stabilisés après, qui passent au scanner, tu vois. Et on a juste regardé la manière avec laquelle ils avaient été pris en charge. Alors évidemment, on va se rendre compte qu'il y en a qui vont aller en radiologie interventionnelle première et d'autres qui vont aller en chirurgie première. Et ce n'est pas du tout les mêmes malades. Mais ce que je trouvais intéressant comme point à propos de ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que quand on regarde le temps à l'hémostase, en fait, la chirurgie, elle fait plus vite que la radiologie interventionnelle quand on regarde tous les malades. Mais quand on regarde le groupe des malades qui passent au scan, et en fait, c'est la majorité des patients, et dans ce cas-là, en fait, il n'y a plus de différence entre les deux. Et donc, effectivement, quand on est sur une fast écho avec un hémopéritoine massif, le patient va au bloc tout de suite. C'est clair que là, il y a un gain à la chirurgie évident. Mais dès lors que le patient passe au scan et qu'on commence à l'analyser, si les gens communiquent, on revient aux mêmes choses. Probablement que la différence est plus aussi rapide parce que justement, on n'a pas les mêmes sites d'hémostase et que les hémostases de rate ou autres, comme tu l'as dit, Julien, sont rapides à faire une fois qu'on a pris la décision. Et je trouvais ça intéressant de le dire. Bon, évidemment, après, ce n'est pas exactement les mêmes malades. Certains sites de trauma sont plutôt radiologiques et d'autres, notamment la rate et d'autres pas, mais c'est un petit message intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous faites du polytrauma chez vous, il faut faire des RMM. Nous, régulièrement, on se fait des RMM avec Marie-Christine. Et on y va, franchement, voilà, les positifs, les négatifs, et on avance et on recule. Et je pense que c'est comme ça, au final, c'est important de faire. Alors, cette personne a la science infuse, hein, bien sûr. Alors, du coup, de l'autre côté, pour peut-être parler 2 minutes avant qu'on fasse de la prévention, parce que c'est le thème de votre étude Splash, je trouve que cette étude, elle donne plein de signaux intéressants en faveur de la prévention. Et en même temps, elle montre à quel point c'est difficile de monter une étude sur ça, parce que tu crées des critères de jugement, puis ensuite, tu te confrontes à la vraie vie, où, par exemple, si j'ai bien compris, il y a eu dans l'étude plein de gestes ou d'interventions ou de réinterventions qui ont été basés sur le scanner qui a été fait quelques jours après l'intervention, quelque chose que vous n'aviez pas forcément complètement anticipé avant. Et s'il n'y avait pas eu cet événement-là, probablement que la différence entre les deux aurait été plus franche. C'est exactement ça. En fait, au début de Splash, on n'a pas été bon. Enfin, pas été bon. En fait, nous, on voulait voir le sauvetage de rate, la sphénectomie. Et quand on prenait les séries historiques, historiquement, un grade 4-5, c'est 60% de sphénectomie. Donc, on a fait un calcul de puissance en disant, on va prendre les 3, 4, 5, on va dire que dans 50%, ils ont une sphénectomie, et les autres, on va dire dans 10%, ils n'en ont pas. Et on a basé notre calcul de puissance statistique sur ça. Et on a rajouté, le CPP nous a dit, mais vous ne pouvez pas dire, je les randomise, après je ne les suis pas, il faut un contrôle. Et donc, on a rajouté le scanner AJ5. Scanner AJ5, si vous voulez, on a l'impression qu'on contrôle tous nos patients, qu'on le fait tout le temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au final, ce n'était pas fait parce qu'avec ce scanner AJ5, on n'a quasiment pas eu de rupture secondaire de rate. Donc, le message, c'est que de toute manière, quoi que vous vouliez faire, si vous êtes pro embolisation proximale ou pas pro, il faut que vous contrôliez votre patient avant qu'il sorte parce qu'au final, c'est grâce à ce scanner AJ5 qu'on a récupéré. Et en fait, on en a embolisé 16%. Bon, ça veut dire quand même qu'il y en a 84% qui n'avaient rien. Et là, il y a une étude qui sort, là, qui est en cours aux États-Unis où justement, ils regardent sur les reprises. Donc, elle est mieux designée. J'allais dire ça, il y a une étude randomisée qui est conduite par l'université du Wisconsin, qui recrute une étude randomisée proche de Splash, hein, c'est observation versus embolisation dans les. Mais leur objectif principal, il est mieux plus adapté. En fait, le critère principal, c'est échec de la stratégie non chirurgicale. C'est-à-dire,
soit d'une splénectomie, soit le fait que tu aies besoin d'une splénectomie ou d'une splénographie ou d'une Même une manutention. reprise en embo, c'est considéré comme un échec. Voilà. Et donc, et du coup, ouais, exactement. Donc, c'est échec de la stratégie conservatrice, en fait. C'est ça leur critère de jugement, ce qui est plutôt malin. Et ça, c'est bon parce que nous, ça, on était positif largement. Tu vois, le Exactement. petit P était très Et c'est un significatif. essai Mais bon, qui vu que ce n'était recrute. pas notre objectif principal, on ne pouvait pas le mettre en avant. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers le clinical trials de ce Ouais. essai. Ça, c'est bien. Après, ils ont la puissance, les États-Unis, le volume de patients, c'est plus simple à atteindre. Nous, on Après, ils était veulent limité, recruter tu vois, que on a fait 80 malades. 1600. Ouais, parce qu'en fait, ils se sont basés sur Splash. Tu vois, ils ont fait 2 reprises dans le groupe Splash versus 16 reprises. Donc, en fait, leur calcul de puissance, il est plus avantageux. Non, mais c'est bien, tant mieux. Hein. Mais en tout cas, ce qui est très dur, et ça, il faut le saluer, c'est faire des études randomisées dans le polytrauma en multicentrique. C'est hyper compliqué. Et celle-là, elle est arrivée il n'y en a pas beaucoup parce qu'au final, celle-là, elle est arrivée à bout. Tout le monde a été motivé. Et c'est pour ça que les 16 centres sont à féliciter. Parce que c'est hyper. Là, vous imaginez, le patient, il est polytraumatisé. Il est souvent intubé, ventilé. Vous allez voir la famille, vous leur expliquez qu'il y a une étude, que c'est tiré au hasard. Mais les gens, ils pètent les plombs. Hein. C'est dur de leur faire accepter l'étude. Non, mais c'est c'est très positif. Le fait que ce soit une étude randomisée, prospective, multicentrique et où il y a de la radiologie interventionnelle, c'est très, très rare et suffisamment rare pour être noté. Après, et ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est fait par un chirurgien. C'est Catherine Larvieux, qui est chirurgienne digestive à Grenoble, qui l'a fait en collaboration totale avec l'équipe de radio, donc Frédéric Tony. Et je trouve que c'est un hyper beau. Le projet a marché parce qu'il y avait cette unité radio CHIR. Si vous n'avez pas l'unité radio CHIR, si vous n'avez pas l'adhésion des CHIR, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas l'adhésion des radiologues, ça ne marche pas. Donc au final, c'est grâce à cette communication, ces liens forts qu'il y a dans le trauma, que ça a bien marché. Et ça, on le voit. Hein. Moi, je vois, en tout cas, nous, à Nîmes, on est un petit centre, mais ça se passe très bien avec les CHIR et c'est pour ça qu'on avance, on fait nos RMM. Non, c'est important de communiquer, c'est la base. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat peut-être auxquelles on n'a pas répondu? On avait une question de délai. Est-ce que les délais pour réaliser l'embolisation prophylactique est important? Dans Splash, c'était 48 heures. C'était 48 donc heures. 24 heures, c'est acceptable. Nous, ce qu'on fait, nous, à Nîmes, on est très agressif. Même des fois, les CHIR s'en plaignent. Nous disent non, mais vous embolisez tout. Moi, la consigne, c'est la nuit, no bleeding, no embolisation. Si la nuit, ça ne saigne pas, on n'embolise pas. On le fait le lendemain en journée, calme. Mais tous les traumas de rate de haut grade, s'il n'a pas de chance, s'il a un hémopéritone pelvien, moi, je les embolise parce que je crois beaucoup à ce côté cicatrisation, moins de complications. Après, ce n'est pas la logique de rien laisser derrière. Hein. Beaucoup, maintenant, on est là, on dit non, il ne faut pas laisser de matériel derrière. C'est vrai que là, on laisse quand même un plug. Mais moi, j'y crois à fond, donc je suis assez agressif. Mais après, c'est pas les recommandations. Et quand vous avez plusieurs zones de trauma, tu vois, tu as le foie, le machin, etc., là, l'interprétation de l'hémopéritoine est un peu plus difficile. Voilà, exact. Ouais, exact. Quand c'est un trauma multiple, on ne sait pas si c'est le foie ou la rate. Donc là, c'est différent. Mais dans tous les cas, dans ma stratégie, moi, c'est que je contrôle la J5 et je regarde mon hémopéritoine. Et il faut que mon hémopéritoine diminue. Si mon hémopéritoine ne diminue pas, des fois, je vais à l'artério. Parce que je me dis, c'est pas normal. Normalement, il doit diminuer. Le péritone, c'est une membrane d'échange et ça absorbe le sang. Et moi, par contre, je ne les laisse pas sortir tant que je ne suis pas sûr. Par exemple, si à 5 jours, j'ai encore un doute, je leur contrôle à 10 jours. Et je ne lâche pas jusqu'à ce que je sois sûr que c'est bien cicatrisé, qu'il n'y a pas de souci. Et après, par contre, je m'en fous, je laisse partir. Mais moi, je me sers beaucoup de l'hémopéritoine, de son évolution. Je suis vachement gaffe. C'est pas l'hémopéritoine, c'est un peu du bullshit parce que si quelqu'un il en a autour de la rate, d'accord ? Imaginons le patient, il tombe, il reste allongé, il en a autour de la rate, il en a dans le pelvis, c'est abondant. Mais si le patient, il tombe, il se relève, ce qu'il avait autour de la rate, ça va aller dans le pelvis. Et donc, on va dire que c'est abondant. Mais c'est un peu du bullshit. Mais après, il faut bien faut des trucs pour décider. Donc, nous, on a dit le pelvis. Mais c'est discutable. Oui, mais c'est intéressant, pourquoi pas. Laure a dit, alors pour rester dans le trauma, je ne sais pas à quelle heure il faut qu'on termine, mais vous nous dites, hein. Laure a dit un truc intéressant sur le foie dans sa présentation où on ne réfléchit pas pareil. Je crois que c'est important aussi pour les jeunes qui écoutent. Autant pour la rate, voilà, on a expliqué un peu les manières de réfléchir. Autant pour le foie, c'est différent. D'abord parce qu'elle l'a bien dit, il y a un risque très important de complications de l'embolisation du foie et notamment d'ischémie. En fait, les patients traumatisés du foie ont globalement tous un équivalent d'hypertension portale aiguë.
Et du coup, quand on bouche l'artère en plus, ils n'ont plus d'apport portal, même si la veine est perméable. Il y a une hyperpression intrahépatique. Et si on bouche l'artère en plus, on va créer de l'ischémie majeure et on va faire des infarctus hépatiques secondaires. Donc, un, à cause de ça. Et deux, à part quand ça saigne activement, les petits pseudo-anévrismes périphériques du foie, très vite, très souvent, ils vont régresser spontanément à l'intérieur de l'organe, ce qu'on ne voit pas dans la rate ou autre. Et donc, on est volontiers plus conservateur, sauf évidemment quand il y a un saignement actif, mais on est volontiers plus conservateur dans le foie que dans la rate, voilà, parce que ça passe souvent plus facilement seul, et puis qu'on essaye d'éviter les complications qui sont quand même franchement plus fréquentes. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. Et un autre truc aussi qui est très important, c'est que dans la rate, on joue. Moi, des fois, je le dis au chir, hein, par exemple, là, on avait une petite jeune, je dis à Marie-Christine, on en a discuté, et je lui ai dit, la rate, vous pouvez jouer, mais il y a un moment où, si ça déconne, il faut enlever la rate parce que vaut mieux perdre la rate que perdre la vie. C'est un peu con ce que je dis, mais c'est vrai que la rate, ça s'enlève très facilement. Donc, on peut jouer. Après, le foie, c'est un autre délire parce que le foie, on ne peut pas vivre sans foie. Donc, il faut essayer d'être conservateur un maximum. Donc, on est moins agressif dans le foie. On est beaucoup moins agressif. C'est vrai que la rate, nous, on est hyper agressif, mais parce qu'en fait, la rate, c'est pas indispensable aussi. Donc, c'est le grand paradoxe de Nîmes, quoi. C'est à la fois on veut Ouais, la garder, mais ouais, finalement, on ouais, la on maîtrise joue un des peu, fois, quoi. ouais, non, mais des fois, on la pousse. Mais après, ce qui est marrant, c'est que la rate, ça pardonne. Je sais pas si vous avez cette impression en embolisation, mais des fois, on a embolisé comme des fous. On se dit, bon, là, il va pas rester grand-chose. Et au final, on a des bonnes surprises de voir que ça a bien pris la collatéralité de la rate. C'est un truc, c'est un confort. Donc, vraiment, la rate, c'est vraiment un organe qu'on aime bien emboliser parce qu'on n'est pas très bon. Ouais. Mais on n'a Mais jamais de mauvaise surprise. on observe ça en post-opératoire aussi, quand on a des chirurgies rien à voir, mais je vous le dis juste pour votre culture, quand on voit les chirurgies pancréatiques extensives, mais qui conservent la rate, parfois on a des ischémies spléniques assez étendues. Alors, soit il y a de l'infarctus vrai, soit il y a des zones qui ont pris une grosse claque, et si on laisse le temps, on voit qu'en Ouais, je suis fait, d'accord. la revascularisation va se refaire et la rate va globalement changer d'aspect, mais le volume va revenir. Et elle va C'est impressionnant. vraiment, elle est résiliente, hein, la rate, quand on. Ouais, la rate, c'est vrai. Et pour vous faire réfléchir, un dernier truc, c'est l'immunité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas l'évaluer, cette immunité. Est-ce qu'elle est conservée, est-ce qu'elle n'est pas conservée? Donc, on dit 50% de parachute de rate, on ne sait pas. Et je discutais avec un immunologiste et il m'a dit que lui, il pense que l'immunité dans la rate, elle est due au débit. Et en fait, il pense que justement, la rate, il y a une pulpe rouge avec des vaisseaux en fait, qui relarguent à 14 de tension dans un réseau de réticuline. Et en fait, tous les antigènes, les hématies roulent. Il roule, il roule, il roule, et en fait, en roulant, il se tape contre la réticuline, et en tapant contre la réticuline, vous avez vos cellules présentatrices d'antigènes qui captent les épitopes, tac, 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 tac. Et il me disait, qu'est-ce que j'en pense que justement, vu qu'on fait une embolation proximale et qu'on baisse le débit, les antigènes vont moins rouler, et est-ce que ça va gêner l'immunité? Je n'ai pas la réponse, mais c'est pour vous dire qu'au final, on ne sait pas. C'est vrai, cette immunité, on se prend à la tête, mais peut-être que ça marche complètement différemment, j'en sais rien. Ah, d'ailleurs, il y a une Je ne sais question pas ce dans que le tu en chat, penses. là. Bah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. On a beaucoup de mal à l'évaluer. Il y a une question dans le chat justement là-dessus, c'est quelles consignes on prend pour les patients qu'on a embolisés par rapport au risque d'asplénisme? Est-ce qu'on contrôle Nous, par on imagerie? attend, ouais. On fait, alors nous, ce qu'on fait, c'est que dans tous les cas, on n'embolise pas, on contrôle la J5, comme dans Splash. Après, une fois qu'on a embolisé, on fait en général un contrôle à 48 heures. Si je l'ai fait en proximal, je le fais à 5 jours. Si à 5 jours, il y a un problème que j'ai réembolisé, je recontrôle à 48 heures. De toute manière, si mon hémopéritone ne bouge pas, je recontrôle jusqu'à ce que j'ai une phase que je vois que c'est en train de cicatriser, aller vers le mieux, et là, on laisse sortir le malade. Et on prend la décision vraiment de vaccination à 1 mois. On regarde à 1 mois à quoi ça ressemble, et là, Voilà, vraiment, on se dit… c'était la question ouais. suivante Nous, justement. on les revoit à Vaccination, 1 mois et antibiothérapie. 6 mois. Ouais, on peut se laisser le temps en fait. C'est ça le message. On a le droit de se laisser un peu le temps. On ne va pas le faire Surtout qu'il y a systématiquement une sans prendre la sape. immunité. Après, l'immunité, vous l'avez un moment. Le temps de vous mettre en asplénisme, ça fera un petit moment. Nous, on se laisse 1 mois vraiment. Et franchement, c'est jamais arrivé qu'à 1 mois, on se dise pas, il n'y a plus de rate. Vraiment, la rate, c'est assez confort comme organe. Ça vous pardonnera pas mal de petits coils un peu trop proximal. Est-ce qu'il y a d'autres Voilà. questions? C'est parfait. Merci beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très Merci intéressant. Maxime, hein, c'était top. Merci aux chirurgiens de Nîmes aussi pour leur Mais ouais. soutien. C'était cool. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous pour votre participation et vos échanges très instructifs pour notamment les jeunes là, qui prennent des astreintes et qui effectivement parfois sont embêtés. Alors c'est sûr qu'on n'a pas répondu à toutes les questions, mais voilà, il faudra continuer de discuter, d'échanger, garder le réanimateur comme chef de file, penser aux salles hybrides éventuellement pour les procédures combinées et puis pour l'embolisation prophylactique.
On va attendre un peu la suite de la littérature, mais il y a effectivement pas mal de données qui au moins nous orientent à bien surveiller ces patients J5. Et puis l'embolisation prophylactique, si elle n'est pas recommandée, n'est pas un non-sens. Donc merci Julien pour tes efforts. On vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain webinaire qui sera le dernier de la saison. Donc c'est le lundi 20 juin par l'équipe du CHU de Grenoble. Ça ne parlera pas de rate, ça parlera de syndrome cave. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Vous retrouverez les vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis, bonne fin de soirée. Et merci pour les Merci. pseudonymes, hein. Merci à tout le monde. Bravo. Merci. Bonne fin de Au soirée. revoir. Salut. Merci.